fait, à quoi répondait l'objectif de réaliser cette exposition? Essentiellement donc à deux finalités. On voulait en quelque sorte raconter dans un récit urbain l'histoire de Marseille, les 50 ans d'urbanisme et d'aménagement de Marseille. C'est une ville qui, à bien des égards, est très atypique par rapport à d'autres villes françaises. Et on voulait raconter cette histoire sur 50 ans. Et le deuxième objectif, c'était de raconter ou d'expliquer les relations de Marseille avec les territoires avoisinants. Et on va voir tout au long de la visite que ces territoires, que ces relations, elles n'ont pas toujours été apaisées, elles ont été parfois positives, un peu difficiles parfois. Donc ça n'a pas toujours été effectivement des relations complètement évidentes. Et la nature de ces relations a beaucoup pesé sur l'évolution de l'urbanisme de Marseille. Donc c'est vrai qu'on avait envie d'avoir un discours pédagogique. C'est pour ça qu'on n'a pas trop jargonné, on n'a pas trop expliqué les procédures d'urbanisme qui sont importantes en tant que process, mais qui sont très, très difficiles à expliquer à la population. Cette exposition, elle est chronothématique. On a réfléchi sur la façon dont on allait l'organiser. Donc on a coupé la période de 50 ans en 3 périodes. 62-75, 75-90, 90-2012. Pourquoi 62 et pas 45-48 ? Dans la plupart des villes françaises, ou dans beaucoup de villes françaises, c'est vraiment la reconstruction liée aux destructions de la guerre et à la modernité qui a généré des bouleversements urbains dans les villes. À Marseille, il y a eu quelques destructions, mais ce n'est pas effectivement la reconstruction au sens premier du terme liée à la guerre qui a généré ce bouleversement urbain. C'est bien le processus de décolonisation. Deuxième période, 75-90. On peut dire que c'est la période noire de Marseille. Sous la conjonction de deux phénomènes, desserrement urbain et desserrement économique, Marseille va perdre à la fois des habitants, 120 000 habitants à peu près, et va perdre à peu près 100 000 emplois. Et donc, Marseille va se paupériser. Et aujourd'hui, on peut dire on essaye de rattraper, on court après les pertes d'emplois, les pertes de richesses fiscales notamment, qu'on a perdues depuis à cette époque-là. Troisième période, c'est 90-2012. La période d'aujourd'hui. Alors 2012, pourquoi ? Parce que l'exposition a commencé en 2012, c'était déjà une bonne explication, mais ce n'était pas la seule. Nous, techniciens, et on est tous des techniciens ici aujourd'hui, on pense que la façon de faire la ville, elle va changer demain. Tous les codes urbains qu'on a mobilisés les uns et les autres sur l'aménagement de la ville depuis 50 ans, je ne dis pas qu'ils sont faux et qu'on s'est toujours trompé, mais il y a eu effectivement des évolutions, il y a des évolutions qui vont faire en sorte que la fabrication de la ville de demain, elle sera notablement différente. Le caractère thématique, c'est les thématiques en termes de besoins du quotidien, hein, c'est ce on verra à gauche de l'exposition, c'est plutôt les logements, les déplacements, les équipements. Autre thème, la centralité qui est exprimée par les 3 grandes photos aériennes que vous avez derrière vous, hein, si vous vous retournez. Donc 3 photos aériennes, la première elle est de 69, la seconde de 84 et la troisième de 2009. Elle exprime en fait la dilatation du territoire. On les a réalisées avec l'appui d'IGN. On a récupéré les fichiers de l'IGN pour faire ces grandes photos aériennes. La dernière photo aérienne qui est de 2009, qui correspond pour nous à l'espace métropolitain d'aujourd'hui, elle fait près de 35 mètres carrés. La troisième thématique, c'est à droite de l'exposition, c'est la partie de ce qu'on a appelé l'attractivité, c'est le développement économique, mais pas uniquement le développement économique, c'est aussi les grands équipements de rayonnement, palais des congrès, les hôpitaux, parce que tout ça, ça fait de l'économie, ça fait de la richesse, ça crée une attractivité sur le territoire. Au-dessus de chaque alcôve, vous avez des films, une projection de films, 6 films. On a visionné près de 200 films à l'INA. Et on a sélectionné des séquences donc pour faire des montages de films, en tout à peu près 1 heure, 50 minutes, 1 heure. Et donc ces films-là, ces images, souvent de l'ORTF, viennent accompagner ce qui est écrit ou dessiné sur les panneaux qu'on a réalisés. Je vous propose qu'on commence par le préambule qui est l'idée de donner quelques éléments de repère aux visiteurs. Et surtout des éléments de permanence. Je pense que Marseille, cette ville, ce territoire, a quand même un certain nombre de singularités par rapport à d'autres territoires urbains en France. Et c'est bien effectivement d'avoir en tête un certain nombre d'éléments. Le premier qu'on veut faire comprendre par le visiteur, c'est la question de la taille.
Vous voyez, on a quelques pictos qui expliquent la taille de Marseille, 25 000 hectares, enfin près de 25 000 hectares, une des plus grandes communes de France, la plus grande urbaine. Ça explique beaucoup de choses en termes de contraintes d'aménagement, en termes de territoire, et on le verra tout au long de cette visite, que l'élément de l'échelle est quelque chose de très important. Autre élément de repère, je ne vais pas détailler tous les panneaux, ça serait trop long. Hein. Autre élément de repère, on va dire, c'est la géographie physique et la géographie humaine. Donc ce qui a été fait par l'histoire, ce qui a été fait par l'homme. Au niveau de la géographie physique, bien entendu, on s'est attaché à expliquer le lien historique de Marseille et de la Méditerranée. On a trouvé cette très très belle carte. Vous voyez qu'avec Mare Nostrum, notre mer, la mer Méditerranée, vous voyez qu'elle est orientée nord-sud. Et donc la France, vous voyez la France qui est ici, avec la botte italienne, et Marseille pour pouvoir se repérer. Et donc, elle est dans l'autre sens. Et là, vous avez la carte des relations portuaires qui explique effectivement l'évolution des relations avec les ports. Donc, c'est un clin d'œil pour dire que, historiquement, la relation de Marseille à la Méditerranée, elle a construit, c'est un peu l'ADN de la ville de Marseille, mais y compris dans son avenir, il faut regarder l'avenir de Marseille, bien sûr, en France et en Europe, bien entendu, mais aussi vers la Méditerranée. Et vous voyez notamment le rôle que prend la Méditerranée orientale. Les ports d'Istanbul, de Port Saïd en Égypte, ce sont vraiment des territoires qui sont en train de se développer. Autre élément de la géographie physique, donc là c'est pas l'homme qui l'a fait, c'est bien sûr le relief. On ne peut pas aménager Marseille comme on aménage Strasbourg, Nantes, Lyon, Toulouse. À Marseille, c'est quand même une contrainte. Ça n'explique pas parfois des erreurs qui ont pu être commises, mais c'est quand même objectivement une contrainte d'aménagement que d'autres villes n'ont pas. Ce deuxième panneau, c'est plutôt la géographie humaine, donc c'est la patte de l'homme. C'est en quoi l'homme il a influencé son destin, en quoi les décisions qui ont été prises ont marqué et continuent à marquer l'évolution de cette ville. Alors, vous connaissez tous, bien sûr, les villages. Il y en a 111. Les villages, ce sont, on va dire, l'ADN de Marseille. Souvent, on entend dire les gens se présentent d'abord par leur quartier, leur appartenance à un quartier, plutôt que leur appartenance à la ville de Marseille. Ils sont d'abord de Saint-Marcel avant d'être de Marseille. Et sûrement, tout à l'heure, j'évoquais les grands messages qu'on essaie de faire passer à travers cette exposition, les grandes permanences. Moi, je pense qu'un des principaux messages qu'on fait passer dans cette exposition-là, c'est en quoi le rôle des Bastides ont joué un rôle structurant dans l'aménagement de Marseille. Notamment quand il a fallu répondre aux enjeux de construction liés à la décolonisation, les Bastides ont en quelque sorte joué un effet domaine extraordinaire. L'exemple de la Magalone, je pense que vous connaissez tous la Magalone, c'est une propriété, une bastide, à peu près de 80 hectares, et elle va être coupée en morceaux. On va prendre une quinzaine d'hectares pour faire le Corbusier, la cité radieuse. L'État va percer le boulevard Michelet, qui à l'époque était un sentier qui allait à Mazargues. On va percer le boulevard Michelet, on va prendre à peu près 10 hectares. On va garder la propriété de la Magalone, avec la belle propriété que l'on voit ici, son plan d'eau, son parc. Et derrière, on va construire le parc Sévigné et 2400 logements. Et ça, c'est un processus de fragmentation du territoire qui va illustrer et qu'on va retrouver des dizaines de fois sur l'ensemble du territoire marseillais. Autre élément nouveau, et là aussi on est en pleine actualité, on retrouve aussi des éléments, on va dire, de permanence et de questionnement sur Marseille, c'est l'évolution de l'intercommunalité. Elle est très très récente dans les Bouches-du-Rhône. Il faut savoir que dans les Bouches-du-Rhône, on n'a que 120 communes, 119 exactement. Là où la moyenne des départements, c'est 400 communes. En France, chaque département en moyenne a 400 communes. À Marseille, enfin, dans les Bouches-du-Rhône, on n'en a que 119. Ça veut dire qu'on a des grandes communes. Donc chaque maire de chaque commune s'est souvent senti comme étant un peu le patron chez lui, parce qu'il avait un tel territoire qu'il estimait qu'il pouvait tout gérer tout seul. D'où le retard très important en intercommunalité. On a à peu près 20 ou 25 ans de retard sur l'intercommunalité, qui avait commencé dans les années 70 dans le nord de la France, dans l'ouest, et qui a commencé en 92 dans le secteur de Marseille. Vous voyez, on a un retard très important. Il y a eu bien sûr l'impact de la décentralisation. Gaston Defferre, maire de la décentralisation en 81, et donc décentralisation qui, à partir de 83, vont offrir des compétences très importantes aux collectivités en matière de logement, d'enseignement supérieur, de transport, d'économie. Et aujourd'hui, les vrais patrons du territoire au sens de l'aménagement urbain, ce sont les maires, bien entendu, ce n'est plus l'État. Et donc là aussi, nous on considère que c'est une permanence de l'histoire,
une autre permanence, un autre message qu'on veut faire passer dans cette expo, qu'on peut ne pas partager. On ne dit pas qu'on a nécessairement raison. Nous, on considère que c'est un territoire dans lequel le rôle de l'État a toujours été très très important, plus qu'ailleurs. Si vous prenez les grandes décisions d'aménagement du territoire, voire même d'aménagement urbain, elles ont souvent été inspirées par l'État. Cadarache, c'est l'État. Fos, c'est l'État. Les milles, développement des milles à Aix-en-Provence, c'est pas Aix-en-Provence, c'est l'État. Rousset, c'est pas Aix-en-Provence, c'est l'État qui décide de faire Rousset en compensation des fermetures des mines de Gardanne et de la fermeture des chantiers navals de La Ciotat. Euroméditerranée, c'est une initiative, une co-initiative, mais c'est l'État qui décide. Le parc national des Calanques, c'est une initiative des élus, mais c'est l'État qui va décider. Et l'exemple le plus ultime, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. La création de la métropole, c'est pas les communes qui font la métropole, c'est l'État qui dit « je siffle la fin de la récréation, vous élus, vous avez du mal à vous mettre d'accord, moi je vais vous mettre d'accord ». À Lyon, ils se sont mis d'accord, ils ont écrit un texte, Gérard Collomb et M. Mercier, le président du Conseil général du Rhône, ils ont écrit un texte, ils ont été déposer le texte à Matignon, et le texte de Gérard Collomb, de M. Mercier, un de droite, un de gauche, vous voyez, c'est œcuménique, c'est ce qui est dans la loi. Nous, c'est l'État qui a écrit ce qu'il pensait de la métropole Aix-Marseille-Provence. Autre élément structurant de la métropole, c'est qu'on a une absence de diversification de l'habitat sur l'espace métropolitain. On est trop sur du clivage entre pavillonnaire et collectif. Là où on devrait avoir une gamme de produits beaucoup plus élaborée, beaucoup mieux répartie sur le territoire, le jaune correspond au mode dominant du pavillonnaire. Résultat des courses, quand l'État réfléchissait en 60 sur le fameux schéma de développement de l'aire métropolitaine, il prévoyait 3 millions d'habitants en l'an 2000-2010, donc aujourd'hui, on est 1,7 million. Donc on a produit entre guillemets la moitié moins d'habitants. Mais on a consommé tout le foncier. Tout le foncier qui était prévu, identifié dans les cartes pour accueillir les 3 200 000 habitants, on les a consommés pour n'en produire entre guillemets qu'1,7 million. Donc vous voyez, on a un rendement foncier beaucoup plus faible. C'est parce qu'on a un modèle pavillonnaire ultra dominant qui pose un problème aujourd'hui. Et le parcours résidentiel, qui est un élément très important pour les habitants, pour les territoires, se fait mal parce qu'effectivement, on n'a pas assez de gamme diversifiée. On regarde, nous, par exemple, avec nos collègues de l'INSEE, si vous regardez le recensement de Salon de Provence ici ou de Saint-Maximin dans le Var, vous voyez que vous avez de plus en plus d'Aixois qui ne peuvent plus habiter ou acheter un appartement à Aix, qui vont acheter un appartement, une maison à Salon de Provence ou à Saint-Maximin, parce qu'ils ne peuvent pas l'acheter à Aix-en-Provence. Oui, ça crée ces phénomènes de disparité territoriale, et ça, au plan de l'urbanisme, c'est des déplacements, c'est des problèmes d'équipement, donc tout ça, ça a des contraintes et des conséquences très fortes. Donc cette période, effectivement, donc, la principale caractéristique, c'est ce qu'on a appelé le boom du logement. Songez qu'à cette époque-là, notamment les premières années de la période, de 62 à 69, on crée jusqu'à 11 000 logements par an. 11 000 logements. Dans la seconde période, on va tomber à 1000 logements. Entre 75 et 90, on construit 1000 logements à Marseille, ce qui est le marché d'une ville comme Poitiers, Le Mans, Limoges, donc des villes beaucoup plus petites que Marseille. Et dans la dernière période, depuis 90-95, on construit à peu près 5000 logements. Vous voyez, 11 000, 1000, 5000. Vous voyez cette ascendance et après cette déprime et cette reprise. Donc là, effectivement, comment on fait pour construire 11 000 logements? C'est là où on va mobiliser les fameuses bastides pour accueillir ces constructions. Quand on fait une analyse urbanistique de ces grands ensembles, ils sont plutôt bien conçus en termes de plan d'aménagement, en termes d'espace public, de rues, de paysagement. À l'intérieur de l'opération, c'est plutôt bien conçu. Par contre, c'est la connexion, la relation de l'opération avec son environnement qui sera jamais réalisée en fait, ou très peu réalisée. C'est pour ça que vous avez toujours encore des boulevards qui font 2,50 m, vous avez parfois des rues en impasse, vous passez d'une autoroute à une rue qui fait 4 mètres, parce que voilà, on a beaucoup investi sur l'opération elle-même et on a moins investi parce que sûrement qu'on avait moins d'argent sur l'accroche de l'opération à son environnement. On est souvent critique sur la production avec un regard, on va dire, rétrospectif, mais on se rend compte quand même que à l'époque, on a beaucoup innové. C'est à cette époque-là qu'on lance les concours d'architectes. On a des modèles de financement un peu particuliers.
On a des clés de financement, on a des tours de table financiers, on a des techniques de construction qui évoluent beaucoup. Donc c'était quand même une période assez propice en termes d'innovation. Même si 30 ans ou 40 ans après, on jette un regard plutôt critique. Mais à cette époque-là, c'était plutôt innovant. Il ne faut pas oublier que la population qui occupe ces grands ensembles, c'est la France moyenne, c'est les classes moyennes qui occupent ces appartements. Alors qu'aujourd'hui, ils sont plutôt occupés par des personnes qui sont en difficulté sociale. Ce n'était pas tout à fait le cas dans les premières années. Et c'est bien sûr, à l'époque, l'accès au confort. C'est une évidence aujourd'hui, mais l'eau courante, la lumière, un ascenseur, une salle de bain, des toilettes. Aujourd'hui, bien sûr, enfin, pratiquement tout le monde a ça, bien entendu, heureusement. À l'époque, c'était quand même très, très nouveau. Donc, il y avait quand même un accès à un confort moderne qui n'existait pas au préalable. Élément de corrélation, on va dire, mécanique entre le logement, c'est bien sûr les équipements. On a besoin de faire des équipements pour accompagner cette explosion démographique. Et c'est surtout les écoles. Vous voyez ce petit schéma, entre 65 et 68, on va créer 800 écoles en 3 ans. À certains moments, on crée une école par semaine. Donc on est vraiment dans un rythme de production qui est très très important. Et l'essentiel des équipements, on va dire, dits de proximité, les stades, espaces verts, écoles, équipements sportifs, vont être réalisés à ce moment-là. Accompagne aussi, bien sûr, de grands travaux sur l'assainissement, sur l'eau potable. Donc on tire des réseaux, on aménage la réserve du Vallon d'Ol, qui a été pendant longtemps et qui reste une des grandes réserves d'eau potable de Marseille. Donc tout ça, c'est des travaux qui sont très très importants. Et bien entendu, élément le plus caractéristique de cette période, c'est la ville automobile. On cite la phrase de Georges Pompidou, président de la République, il faut adapter la ville à l'automobile. Donc on est dans la modernité. Monter dans un bus à l'époque, c'est ringard. Ce qui n'est pas ringard, ce qui est un marqueur social, c'est d'avoir sa voiture et de monter dans sa voiture et de montrer qu'on a une voiture. Donc toute l'économie urbaine va être adossée à la voiture, à la primauté de la voiture. C'est donc l'achèvement du réseau autoroutier. On va faire de grands travaux d'aménagement. On va créer le carénage. Le carénage, c'est un élément artificiel. Le port est un élément naturel, le carénage étant un élément artificiel. Et effectivement, l'espace public est sacrifié. Donc là, on est sur les panneaux donc, à connotation économique. On explique un peu l'évolution de l'économie. On retrouve la chronologie d'origine, à 62-75. Donc vous voyez, pendant quelques années, on va avoir une distorsion entre une situation qui commence structurellement à aller mal et on continue à avoir des discours très positifs, très optimistes sur l'évolution de l'économie, alors qu'il y a des signes quand même avant-coureurs qui sont inquiétants. Parallèlement, on va créer des grands équipements. Donc on va créer le marché international aux Arts Navaux. On crée des grands équipements de rayonnement, parce qu'on est plus pour du rayonnement régional, voire extra-régional. On va créer donc les établissements universitaires hors les murs, en s'inspirant à la fois du campus américain et en tenant compte de l'agitation de 68. L'État qui va donc créer un certain nombre de grandes décisions qui vont aménager structurellement le territoire, donc l'aéroport, ITER, enfin pas ITER mais Cadarache, le CEA. La création donc des estrous blancs, des milles, plus le début, on va dire, des zones commerciales qui commencent à s'implanter de façon extérieure. Donc on voit qu'on commence à avoir un effet puzzle sur l'économie, sur le territoire. Donc ça, cette période-là, nous on l'appelle la période du desserrement urbain. Et du desserrement économique, on verra tout à l'heure, donc le desserrement économique. Le desserrement urbain, c'est effectivement la sortie des classes moyennes de Marseille qui vont aller vers l'extérieur. Pourquoi elles font ça ? Elles le font à Marseille comme elles le font dans d'autres villes. On sait que c'est l'achèvement du réseau routier, l'élévation du niveau de vie. On est à la fin des 30 Glorieuses, on a encore des taux de croissance de 3 ou 4%. On arrive facilement à acheter une voiture. Raymond Barre invente le PAP, le fameux PAP, le prêt d'accession à la propriété. Donc ça va être l'explosion pavillonnaire.
Et retenir les classes moyennes, on aurait presque pu le mettre entre guillemets. On a regardé des textes, des délibérations du conseil municipal. C'était vraiment le leitmotiv. Il fallait retenir les classes moyennes qui partaient à l'extérieur. Donc on va commencer ou continuer à intervenir lourdement sur le bâti existant. C'est le début du panier, c'est le début de Belzunce. Donc les premières grandes actions de réhabilitation du patrimoine existant, là aussi pour garantir et pour maintenir une population. On va travailler sur l'espace public. Là, c'est le cours Julien qui a été libéré du marché, transféré aux mines, aux armements. Donc on va aménager le cours Julien pour en faire une place publique. Et on va commencer, autre permanence de l'histoire, on va commencer à travailler sur la porte d'Aix. Vous voyez, on a commencé à travailler dans la fin des années 60 sur la porte d'Aix. On n'a toujours pas fini. On est encore en train d'y travailler. Donc 50 ans d'histoire urbaine ininterrompue sur la porte d'Aix. Sur les équipements, on est sur une philosophie des équipements un peu différente. On peut considérer qu'on a satisfait l'essentiel des besoins du quotidien dans la première période, les écoles, les stades, les petits squares, etc. Là, on va plutôt faire des équipements de rayonnement, notamment la vieille charité. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on a échappé pratiquement à la démolition de la vieille charité, qui était dans un état de décrépitude très très avancé. Heureusement, elle a été sauvée. On va faire des équipements culturels. On va transformer la Criée en théâtre, le théâtre de Marcel Maréchal. Et bien entendu, l'élément le plus emblématique de cette période-là, c'est les plages du Prado, donc qui vont être réalisées en utilisant les remblais du métro et du Grand Émissaire. Et donc on va aménager ces fameuses plages du Prado. Et on voit souvent, là aussi c'est une permanence, beaucoup d'inspiration anglo-saxonne. Là, on s'inspire beaucoup dans l'image. Des réhabilitations des sites de bord de mer à Boston, à Baltimore, à Philadelphie, sur la côte est des États-Unis. Donc il y a eu cette période où on était très très influencé par le modèle anglo-saxon. La primauté de la voiture, ça continue. Ah, voilà la place Bargemont. Avouez qu'elle est quand même plus belle aujourd'hui quand même. Il faut se souvenir que toutes les places françaises, qu'elles soient royales ou pas royales, ce sont des parkings. Pour ceux qui se souviennent de Bercy, du ministère des Finances qui était aux Tuileries, au Louvre, à Paris, devant le Louvre, c'était un parking. La place Kléber à Strasbourg, c'est un parking. La place Bellecour à Lyon, c'est un parking. La place du Capitole à Toulouse, c'est un parking. Je ne vais pas toutes les citer, mais toutes les places françaises, c'est des parkings. On peut critiquer, là aussi 30 ans après, mais ça répondait à la modernité. Ça fallait garer sa voiture, fallait des parkings et tout. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un souci de qualité urbaine plus importante. C'est là où on se dit qu'il faut renverser l'ordre des facteurs. Il faut que la voiture ne soit pas interdite. Ça serait idiot d'imaginer qu'on va interdire la voiture. Par contre, il y a des endroits où il faut qu'elle soit moins dominatrice. C'est un peu ce rééquilibrage qu'il faut opérer dans la ville de demain. À cette période-là, c'est les années métro. Là aussi, il y a une anecdote, il y a une sorte de course entre Lyon et Marseille, puisque Paris a son métro depuis 1900, et c'est celui qui aura le deuxième métro en France. Et Marseille coiffe sous le poteau Lyon. Au début, on a le métro juste avant Lyon, quelques années avant, et pendant les premières années, on va même plus investir à Marseille qu'à Lyon. Mais avec la création de la communauté urbaine de Lyon qui commence à rapporter des richesses fiscales à Lyon, alors que nous, on n'en a pas puisqu'on ne la crée pas, au bout de 3-4 ans, les courbes vont se croiser et Lyon va lourdement investir dans les transports. Nous, on va lourdement, mais on va s'appauvrir, on va tarir les finances. Résultat, aujourd'hui à Lyon, vous avez 112 km de tramway, de métro et de bus au niveau de service. Vous en avez 45 à Marseille, y compris dans les 45, on compte les travaux en cours. Donc là, c'est le desserrement économique qui fait donc face au desserrement urbain qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Là, c'est le desserrement économique. Donc c'est là, effectivement, où Marseille va connaître de grandes difficultés. Des pans entiers de l'économie vont s'effondrer. Vous voyez qu'on va perdre 17 000 emplois dans la réparation navale. Il y a aujourd'hui à peu près 400 ou 500 emplois dans la réparation navale. Il y en avait 17 000 à Marseille à cette époque-là. Le premier leader mondial, qui était le groupe Terrain, était à Marseille, donc il s'est effondré. On a beaucoup d'entreprises, là, c'était une image des mines de Gardanne qui vont disparaître, les chantiers navals de La Ciotat vont disparaître, et beaucoup d'entreprises, nous on en a identifié une centaine
à Marseille qui vont soit disparaître purement et simplement, soit se délocaliser à l'extérieur. On n'a pas de chiffres très précis. Nous, à la gamme, on estime qu'entre 30 et 50% des entreprises qui se sont implantées à Vitrolles sur les Estroux-Blancs, au Mille à Aix, au Palu, secteur de Gemnoz, entre 30 et 50%, c'est des entreprises marseillaises qui se sont implantées à l'extérieur. Et comme on n'avait pas la communauté urbaine, je redis à nouveau la chose, toutes ces entreprises vont créer de la richesse, elles vont enrichir la périphérie, elles vont produire de l'impôt, de la taxe professionnelle, qui va enrichir les communes extérieures. Marseille ne va pas toucher cette taxe professionnelle, donc les communes vont s'enrichir et Marseille va s'appauvrir. Sur le plan de l'urbanisme, là c'est une période très intéressante. On est toujours dans cette idée que Marseille va se développer vers l'ouest. Et donc on doit créer des emplois vers le Fos-sur-Mer. Et à Marseille, on va avoir la fonction de back-office et de rayonnement, de commandement des entreprises. Les emplois industriels, ils vont être créés vers Fos. Et nous, à Marseille, on va avoir les emplois de direction, de marketing, fonction support, etc. etc. D'où ce grand projet qu'on appelle à l'époque le centre directionnel, qui est la grande opération d'aménagement urbain de Marseille, qui a pour objectif d'accueillir le tertiaire lié à l'économie industrielle. Et donc il y a ce grand projet effectivement, donc, depuis le centre Bourse, la rue d'Aix, la porte d'Aix, la gare. Là on est à peu près en 69-72. 73 c'est la guerre du Yom Kippour, le premier choc pétrolier. 78 la révolution iranienne, le second choc pétrolier. L'économie s'affaisse lourdement. Le projet ne se fait pas ou se limitera à l'opération du CMCI, Conseil régional et le bâtiment de la Caisse des dépôts porte d'Aix. Donc on n'aura pas les moyens de faire cette grande opération. Et là aussi, on va dire clin d'œil de l'histoire. On peut dire que 20 ans après, c'est Euroméditerranée en fait qui va créer enfin la centralité marseillaise. Là aussi, une permanence de l'histoire. Marseille a toujours été à la recherche de son centre. C'est un peu le Graal, la recherche du Graal marseillais, c'est la recherche du centre. Et on croyait l'avoir fait à ce moment-là. On ne peut pas le faire pour des raisons extérieures. Et là, on va le faire grâce à Euroméditerranée 20 ans plus tard, puisque là on est en 73 et Euromed va être créé en 93-95. Troisième période, la période on va dire actuelle. Sur le volet logement, on reste un peu dans la continuité des grandes interventions réparatrices au niveau des grands ensembles. Comme dans toutes les villes, on a épuisé toutes les démarches, habitat politique de la ville, développement social des quartiers. Aujourd'hui, ça s'appelle l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. On a donc 15 conventions à Marseille. C'est 1 milliard d'euros d'argent public qui sont mobilisés. 1 milliard. Donc il faut qu'on continue tout le temps à réintervenir sur les grands ensembles. Là, vous voyez cette courbe de la démographie qui justifie également le choix de nos périodes. On a essayé d'objectiver les périodes 62, 75, 90. Donc 62 décolonisation, mais c'était aussi le début de l'arrivée de la population. Après la chute que je viens d'évoquer tout à l'heure, vous voyez on la voit bien dans les chiffres. Et 90, on a fait repartir la troisième période de 90, que oui, en 90, on arrête la chute. Il y a une période étale et après ça repart. Mais c'est à partir de 90 que le mouvement de reprise s'est amorcé. Au plan de l'urbanisme, et là on se sent un peu concerné, au-delà des discours, au-delà des intentions urbaines qui ont été exprimées, la ville elle a continué quand même à se déployer sur son territoire. On a commencé à attaquer, on va dire, les piémonts. Donc on a mangé des espaces naturels, on a occupé des espaces naturels. Et vous savez que c'est, on va dire, le PLU de Marseille qui est en cours de révision, qui va s'appliquer dans quelques mois, dit voilà, on arrête maintenant. On passe de l'urbanisme extensif à l'urbanisme intensif. Là, on était encore dans l'urbanisme extensif. Vous voyez, aujourd'hui, on va essayer plutôt de protéger ces espaces libres et essayer de reconstruire la ville sur la ville. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Alors, on utilise, on va dire, un certain nombre d'éléments de vocabulaire, notamment sur la question de l'intensification des tissus urbains, donc qui est pour nous une nécessité de mieux occuper l'espace, d'avoir un rendement urbain plus important pour éviter des problèmes de coûts, des problèmes de dispersion, des problèmes de paysage, etc. etc. Donc c'est l'intensification des tissus urbains. Ça se fait à travers des opérations d'aménagement, Caplet, Mepenti, Le Rouet, etc. Donc il faut qu'on puisse inventer
des formes urbaines. Donc ça, c'est l'enjeu des formes urbaines. Trop souvent, on était dans une vision manichéenne entre d'un côté le pavillon, de l'autre côté le collectif. Nous, on est persuadés qu'on doit pouvoir trouver dans l'habitat collectif des caractéristiques individuelles avec des terrasses, des jardins. Je pense qu'on n'est pas condamné à cette dichotomie individuelle-collectif. Les architectes doivent, avec l'audace de leur créativité, doivent trouver des solutions prenant en compte des aspirations individuelles, mais dans du collectif. Sur les transports et l'aménagement urbain, c'est le retour du tramway aussi à cette période-là, mais là aussi toujours en décalage, pour des raisons financières, toujours cette permanence des finances qui vont contraindre l'aménagement. À Strasbourg, à Lyon, à Grenoble, à Nantes, le retour des tramways, c'est 90, 92, 93. Vous voyez qu'à Marseille, c'est 2007, 15 ans après. Puisqu'en fait, on a fait le métro, la ligne 1 et la ligne 2. Donc ça tarit la plupart des finances communales pour les travaux. Et donc on n'a pas pu investir lourdement sur les réseaux. Donc il a fallu qu'on attende 15 ans après pour faire le tramway. Ouais. Et le constat que l'on fait en termes de réseau de transport en commun, c'est qu'on a en fait on a une double contradiction. On a un réseau bien, on va dire l'hypercentre-ville est assez bien desservi. Il y a une densité d'offres de transport entre le train, le tram et le métro. Par contre, dès qu'on s'écarte de l'hypercentre et encore plus dans la périphérie, on a effectivement une sous-exploitation et une sous-desserte, une desserte insuffisante. Pour une raison là aussi économique évidente, le transport c'est de la massification. Vous ne pouvez pas amener du transport si vous n'avez pas de population. Vous n'allez pas amener un bus pour desservir un lotissement de 15 parcelles. Il faut massifier l'urbanisation pour créer les conditions économiques du transport. Et là on va pouvoir apporter une réponse en transport collectif. Il y a quelque chose qui est très important aussi dans l'économie, on va dire, nouvelle de Marseille, c'est l'économie liée à l'événement, au tourisme. Si on avait fait une exposition comme celle-là il y a 15 ans, on n'aurait même pas parlé de ça. Quand on apprenait l'économie à l'université, c'était pas de la vraie économie. On apprenait l'économie, l'industrie, le tertiaire, l'agriculture, les usines de transformation. Là, c'est de la vraie économie. Ça, on considérait à l'époque que c'était pas de la vraie économie. On se rend compte que c'est faux. Notamment à Marseille, c'est de la vraie économie. En volume d'emploi, ça représente assez peu. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 emplois dans cette discipline-là, dans cette filière. Mais avec des taux d'évolution de l'emploi qui sont les plus forts de Marseille. 3 ou 4% d'évolution par an de l'emploi, même si on est sur des volumes assez faibles. L'autre avantage de cette économie pour Marseille, c'est une économie qui n'est pas délocalisable et surtout qui permet de donner du travail à des personnes qui sont sans emploi. Vous savez que là aussi, c'est une permanence de l'histoire de Marseille récente. On est effectivement en décrochage très fort en termes de formation. On a un taux de chômage structurel qui est de 4 points à 5 points plus fort que la moyenne nationale. Et donc ça, ce sont des emplois qui peuvent être occupés des personnes avec peu de formation. Voilà. Et on termine par celui-là parce que c'est quand même, nous, on a la conviction que c'est quand même l'emploi de demain. C'est ce qu'on appelle l'innovation, la connaissance, les pôles de compétitivité. Là, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Or, on est plutôt bien placé. On a un potentiel en termes de développement d'emplois liés à la technologie, aux pôles de compétitivité. On travaille, par exemple, sur le pôle Pégase, qui est un pôle aéronautique, qui est le développement d'Eurocopter, avec un projet de création de 10 000 emplois. Et ce ne sont pas 10 000 emplois qui sont prévus dans les années 2030-2040. C'est plutôt des emplois qui sont prévus, on va dire, sous 5 ou 10 ans. Donc il y a un vrai enjeu et tout d'accueillir ces emplois-là. La communauté urbaine a créé la ZAC des Florides à Marignane, justement pour accueillir les sous-traitants d'Eurocopter. Et notamment, il y a Daher qui s'est déjà implanté. Il y a des contacts avec d'autres sous-traitants. Et donc, c'est un potentiel très important. Et on a voulu faire cette carte pour montrer que le développement, on va dire, un temps extensif au niveau de l'économie extensive, à Marseille, il y a presque plus de terrain. Il reste un peu de terrain à La Ciotat, donc la communauté urbaine va lancer Atelia 5. Il y a presque plus de terrain au Palu. Rousset, c'est complet. En fait, les seuls terrains pour l'économie productive qui restent sur l'espace métropolitain, c'est des terrains qui sont ici. Et là aussi, ça reboucle avec la question de la métropole, puisque ici, vous êtes à MPM, là vous êtes à CPA, là vous êtes à Salon de Provence.
Alors vous imaginez, quand vous accueillez un industriel d'un pays étranger, si vous commencez à lui expliquer qui va là, c'est MPM, s'il va là, c'est CPA, s'il va là, c'est Salon de Provence, c'est pas très propice pour accueillir de façon sereine un investissement. Donc ça veut dire que là aussi, l'enjeu de l'économie, c'est nécessairement un enjeu métropolitain.